Aujourd'hui, je reçois Arnaud Gagne et Arthur Blondel-Courage. Aujourd'hui, en fait, c'est un panel qu'on va faire ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai deux invités. Et le sujet, ça va être comment organiser son équipe Customer Success et son équipe Account Manager. Et via les questions en fait, que je vais poser à Arnaud et Arthur, en fait, on va répondre à cette question. Donc, en gros, pourquoi on fait ça aujourd'hui, ce nouveau format? C'était Arthur, en fait, qui m'avait contacté sur LinkedIn, où il m'avait expliqué, en fait, qu'il parle beaucoup chez Iconoclast, et il intervient sur le sujet, justement, en fait, du job de CSM là-bas, et surtout sur la partie upsell. Et en fait, avec Arnaud, ils ont un avis assez différent sur l'organisation. Donc, mais avant de commencer le sujet, je vais vous présenter, en fait, les personnes, justement, qui sont là aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec Arnaud. Donc, Arnaud, aujourd'hui, il est Country Manager France chez Iconoclast. Pour ceux qui ne savent pas, Iconoclast, en fait, c'est une école de vente et business development. En expérience, Arnaud, il a été responsable d'équipe et contributeur individuel dans plusieurs entreprises. Il a commencé dans la vente donc, en 2008 chez Xerox. Ensuite, il a managé une équipe chez Roditel, une équipe commerciale. Après, chez Weasemly, il a fait un poste de Key Account Manager, puis il était passé Sales Team Manager et il gérait l'équipe Grand Compte. Et en 2019, il a rejoint du coup Iconoclast en tant qu'Head of Sales et Sales Coach, puis il est passé Country Manager pour la France en juin 2021. Et du coup, pour Arthur, alors aujourd'hui, il est Head of Customer Success et Services chez Captain Contract. Et non, Captain Contrat, pardon. Captain Contrat aujourd'hui, c'est le pilier juridique et administratif des TPE, PME. Pour Arthur, c'est une expérience très focus justement sur Key Account Management et Key Account Manager et CSM. Il a commencé en 2017 justement en tant que CSM et ensuite il était passé CAM chez Haddock. Puis après, il avait rejoint Doctrine en tant que CAM, puis il est passé responsable du pôle juridiction fiscale et sociale. Et en juin 2021, il a rejoint Captain Contrat en tant que justement Head of Customer Services. Et en octobre 2021, il était promu donc Head of Customer Success and Services. Donc, messieurs, on va commencer avec la première question. Donc, et si tu veux, Arthur, on va commencer avec toi, comme j'ai terminé avec toi. Pour toi, quelle est l'équipe idéale qui s'occupe du cross-sell upsell? Déjà, merci beaucoup pour l'organisation de ce podcast. Je suis ravi de faire ça avec vous deux. Évidemment, pour l'organisation de l'équipe, la personne la plus à même de faire de l'upsell, du cross-sell, pour moi, avec la vision que j'ai pu constater, c'est bien évidemment le CSM. Et du coup, pourquoi le CSM? Parce qu'en fait, le CSM, c'est finalement un métier assez ancien, qui était un peu chargé de clientèle, qui n'avait pas un nom très, très rêveur et qui commence de plus en plus à devenir justement hyper intéressant et enrichissant. Pourquoi c'est le mieux placé? Parce que tout simplement, il est en contact permanent avec le client. Après-vente, il intervient, il met en place le projet, il développe les choses et en fait, il va identifier très vite les besoins futurs. Et il va avoir une vraie relation de confiance, de constance, de suivi avec du coup les différents intermédiaires. Alors selon la taille du portefeuille ou du parc, bien sûr, ça sera un sujet après, mais voilà, plus ou moins dans de différents interlocuteurs. Du coup, il va pouvoir identifier très facilement les opportunités de vente, d'upsell, de cross-sell, de services additionnels dans tous les côtés. Et donc du coup, évidemment, c'est le mieux placé pour faire ça parce qu'il a la confiance et ça induit pas une relation commerciale. C'est une relation commerciale déguisée et du coup très transparente et pour le client, il y a beaucoup plus de réassurance en permanence et donc il va avoir forcément beaucoup plus d'envie de consommer avec son CSM. Et du coup, Arnaud, c'était quoi ta position par rapport à ça? Toi, comment tu vois justement ton équipe idéale qui s'occupe justement du cross-sell upsell? Merci déjà, merci Elric pour ce podcast et ravi effectivement de le faire avec Arthur et toi. Forcément, ma position elle est différente de celle d'Arthur. Moi, je pense aujourd'hui que dans une équipe, la meilleure personne finalement pour générer l'upsell et le cross-sell, c'est l'account manager, c'est la personne qui est en charge du compte d'un point de vue commercial. En tout cas, dans ma définition, le CSM étant celui qui, pour moi, doit s'occuper du succès du client, c'est-à-dire s'assurer que le client utilise le plus
de manière positive et de la manière la plus importante possible le produit pour justement favoriser l'upsell, le cross-sell et aider le account manager à générer plus de business. Et du coup, je sais que quand on avait préparé en fait aujourd'hui en fait l'épisode d'aujourd'hui ensemble, vous m'avez parlé un peu en fait que tous les deux vous avez eu des expériences différentes. Donc toi, Arnaud, en fait, tu peux commencer en fait en m'expliquant via les expériences que tu avais eues justement pourquoi tu penses que cette structure en fait elle fonctionne mieux et en fait le contexte aussi autour de ça. Ouais, en fait, moi, c'est un métier que je connaissais pas trop, le métier de CSM. Quand j'ai commencé, tu l'as dit, ma carrière commerciale, j'étais chez Xerox. Et chez Xerox, on faisait de la prospection jusqu'au suivi de compte, la formation, la gestion du client dans son ensemble. Donc on couvrait l'intégralité du cycle. Ensuite, chez Euroditel, pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quand je suis arrivé chez Wisely. Au départ, en tant que Key Account Manager, je faisais l'intégralité, c'est-à-dire que je faisais effectivement de la prospection, la gestion de compte, la formation du compte, le support du client, générer plus d'usages, etc. Et puis, à l'époque, mon boss me dit, écoute, il y a un nouveau métier, un truc qui est en train d'arriver qui s'appelle CSM. Je lui dis, OK, jamais entendu parler. Il me dit, bah, en fait, le but, c'est d'avoir une relation client privilégiée pour finalement s'assurer que le client soit le plus satisfait possible de l'usage de son produit. C'est lui qui va faire la partie onboarding du client. Pareil, des choses que je connaissais pas trop en termes de... Voilà, on le faisait, mais on savait pas, on mettait pas forcément des mots derrière. Ça, c'était en 2013. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à structurer l'équipe et à avoir des gens CSM et des account managers. Avec des problématiques, on pourra en revenir, mais il y a forcément aussi des problématiques associées à ce binôme-là chez les clients. Mais pour moi, ouais, ça a été la première expérience CSM sur lequel on a testé plusieurs choses. On a testé le CSM qui faisait l'upsell cross-sell et on a testé le CSM qui était en binôme avec l'account manager pour générer la partie business. Et dans les deux, je pense aujourd'hui que ce qui a été le plus bénéfique, ça a été le doublon de relations avec la partie commerciale gérée par le account manager. Et je vais passer à Arthur et après on repartira sur les problématiques que ça a généré justement pour aussi avoir ton point de vue. Justement, Arthur, c'est toi avec ton expérience justement en fait, tu nous expliquais pourquoi tu en es arrivé justement à cette conclusion de que le CSM doit se focus sur la partie commerciale. Exactement. Alors, forcément, c'est un peu une expérience qui est inverse d'Arnaud. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on va vraiment avoir ces deux visions-là et ça permettra du coup un peu de choisir en période de présidentielle, c'est plutôt pertinent. Mais non, mais en effet, moi j'ai commencé en gros quand j'étais chez Haddock, c'était hyper early stage, petite startup, peu d'équipes, et du coup en fait on faisait un peu tout. Alors c'est vrai qu'il faut pas faire tout et n'importe quoi parce que ça c'est très déstructurant, mais en fait on arrivait nous après la vente, on récupérait un client en tant que CSM et en effet en fait on devait le garder dans chez nous hein, et consommer le service. Donc ça, c'est purement la mission première du CSM et là-dessus, on n'a pas de sujet, qui est en effet l'anti-churn et la rétention. Ça, c'est très clair. Mais ce que assez vite, je me suis rendu compte, c'est que ces clients-là, moi, je travaillais dans le tourisme au tout début, c'est une clientèle qui était très volatile. Et en fait, plus ils consommaient, plus ils restaient. Et donc, étonnamment, quand on leur vendait des services additionnels, des plans d'abonnement plus élevés, etc., on avait un taux de churn qui venait finalement baisser. Donc, c'est là où je me suis dit déjà, ah tiens, plutôt pertinent en fait, quand je leur vends des trucs, j'ai l'impression qu'ils restent et en plus ils sont contents parce qu'il y avait une corrélation aussi avec le NPS. Et quand je suis arrivé chez Doctrine, donc on vendait un logiciel de recherche de jurisprudence un peu technique à généralement des avocats ou des directions juridiques. Et en fait, la cible de nos clients, l'ICP, l'avocat, est quelqu'un, sans faire de généralité, mais qui du coup n'aime pas trop avoir des multiples interlocuteurs et des multiples contacts. Et en fait, il y avait ce vrai lien qui se créait dès l'onboarding, où en fait, justement, on montrait à l'avocat toute la valeur ajoutée de la solution, comment l'utiliser, etc. Et en fait, c'était assez naturel de revenir 6 mois, 1 an après, en retapant à la porte pour faire un petit peu un point d'étape sur le partenariat, discuter un peu des perspectives, des évolutions produits, du côté très métier, très opérationnel. Moi, j'étais juriste de formation, donc j'étais capable de parler avec un avocat sur des problématiques assez pointues. Et en fait, c'était de la vente, mais extrêmement déguisée. Et donc, du coup, cette notion d'account manager qui intervenait, elle était peu pertinente
puisqu'en fait, il n'y avait absolument pas besoin de venir mettre quelqu'un. Le risque, en fait, c'est là où avec Arnaud, on est assez aligné, c'est que si jamais le CSM rate sa vente ou en tout cas vient dégrader la relation, il perd tout. Parce qu'en effet, il y a un risque de churn important et en plus, il n'y aura pas d'upsell. Mais en même temps, s'il y a un lien de confiance qui est créé, pourquoi remettre un interlocuteur nouveau, uniquement commercial, peut-être un peu plus bourrin, juste pour aller favoriser un upsell qui est déjà existant et déjà créé en fait par le CSM. Le CSM n'est pas obligé d'être un SDR. Il peut aller au bout du closing. Et pour continuer sur les problématiques, donc tout à l'heure Arnaud, il avait commencé à en parler dessus. Toi, tu as commencé un peu à en parler, du coup avec Doctrine, tu disais que les avocats, c'est pas forcément un persona qui aime bien avoir plusieurs interlocuteurs. Qu'est-ce que tu voyais d'autre aussi comme problématique à avoir à faire le modèle en fait d'Arnaud justement? Bah, en fait, de venir créer de la complexité déjà humaine et aussi de la structuration d'équipe. Il faut créer des équipes en fait. Donc une seule équipe CSM avec un head of CSM qui a du coup une vision commerciale et une vision client, ça existe, il y en a pas mal, c'est des gens assez complets. Et en fait, ça permet d'insuffler aussi à la boîte une vraie dynamique orientée vers les clients. Donc, ça engendre pas de surcoût. Et sur le CSM, l'intérêt, c'est que ça va tout à fait le motiver, à mon sens, à faire son job, c'est-à-dire de faire de la rétention, puisque derrière, il va avoir un intérêt aussi financier à faire gagner le partenariat en allant créer de la vente additionnelle, du repeat, de l'upsell, etc. Si on a un CSM qui fait que de l'anti-churn, en fait, je trouve qu'il y a une certaine démotivation, puisque son seul risque, c'est que les clients s'en aillent. Alors que s'il vient créer de l'ARR incrémental en supplément, bah, il va être du coup extrêmement heureux. Et en plus, moi, je vois aujourd'hui avec mes juristes, je leur développe une nouvelle casquette de compétences et je leur dis, bah, tu rentres dans mon équipe, tu es juriste, tu ressortiras, tu seras juriste avec des vraies capacités commerciales. Donc, double casquette, c'est cool. Et du coup, toi, Arnaud? C'est dur de pas répondre pendant que tu parles, Arthur. J'ai tellement... Non. Deux choses dans les difficultés, dans les points quand tu as une seule personne qui fait tout. Je pense que en termes de focus, tu défocalises la personne sur le rôle premier du CSM, qui est d'assurer que en fait le client soit le plus satisfait possible du produit et pas de générer du business. Alors, je vais quand même faire un peu de... Je modère ce que je suis en train de dire. Je pense que un très bon CSM, dans ma vision, a justement cette capacité à dire, je sais que je dois faire le maximum en termes de rétention client, en termes de satisfaction client, en termes d'usage client, et tout autre, tout autre point d'intervention avec le client doit me servir systématiquement pour générer du business. Et en fait, là où on se rejoint avec Arthur, c'est que bien entendu, le CS, il est là pour générer du business. Là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que je pense que c'est un métier, bien entendu, qui est orienté business. En revanche, c'est pas lui qui fait le business. Pour moi, c'est ça le petit delta. Et pour revenir par rapport à ce que dit Arthur, je pense qu'il y a un point sur lequel on est finalement assez d'accord. Tu parlais de ta cible, Arthur, qui est donc là, en l'occurrence, des avocats qui n'aiment pas avoir un multi-interlocuteur. Je l'entends. Quand je parlais, moi, par exemple, de chez Wisely, la structure n'était pas forcément plus grosse que celle dont tu parles. En revanche, nos interlocuteurs étaient différents. On parlait d'interlocuteurs plutôt entreprises type CAC 40, donc des grosses structures avec des multi-interlocuteurs pour nous en termes d'utilisateurs et de clients finaux. Et donc, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des CSM qui allaient discuter avec ces utilisateurs finaux, qui allaient comprendre quels étaient leurs usages, etc. Et là, comme il y en avait énormément, en fait, forcément, leur métier était plutôt tourné sur l'usage. Et de l'usage, ça générait potentiellement, et c'était bien ce qu'ils avaient en tête, de l'upsell, c'est-à-dire vendre plus de licences à d'autres utilisateurs, trouver d'autres opportunités de business avec des personnes qui vont augmenter l'usage en disant je vais chercher des nouvelles fonctionnalités parce que dans mon service j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité. Donc en réalité, on a, je pense, plutôt cette différence liée aussi aux interlocuteurs qu'on a. Et en fait, je pense que c'est ça qui va faire choisir plutôt, enfin choisir, qui peut faire pencher la balance plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre. C'est aussi les clients, finalement, quels sont leurs besoins réels en termes d'accompagnement CSM. Ouais. Et là, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est si d'un côté, comme pour chez Arthur, en fait, tu as
un interlocuteur, tu n'as pas forcément besoin d'avoir plusieurs interlocuteurs de ton côté pour la relation. Et toi, si tu bosses avec des boîtes du CAC 40 et tu peux parler avec une dizaine de personnes, là, ça commence à faire sens d'avoir une personne justement pour le customer success et une personne juste sur la partie business. Qui sont J'avais pas une les mêmes. question. Pardon, Et qui excuse-moi, sont pas les Édric. mêmes. Ouais. Ouais, le sujet, c'est qu'en plus, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, Arthur, mais les utilisateurs finaux ne sont pas forcément ceux qui font du business, c'est-à-dire ceux qui te signent des contrats. C'est deux choses différentes. Tu as ton acheteur en tant que tel, le commanditaire de l'achat, et puis tu as l'utilisateur final. Et ça aussi, ça doit jouer, je pense, dans la relation avec qui s'adresse le CSM et comment fonctionne le rôle du CSM. Ouais, clairement. Il faut identifier évidemment les différents acteurs là-dessus pour justement pas se tromper de regard. Mais ce qui est sûr avec la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est que peu importe un peu le parti pris de l'entreprise qui dépend, on le voit bien en effet de la segmentation, de la vision client, de l'orientation boîte, etc. Mais il faut choisir entre le modèle CSM unique ou le modèle CSL AM et pas du tout faire un truc intermédiaire. Parce que ça devient compliqué pour les équipes, pour le fonctionnement, pour savoir qui fait quoi. Et là, même pour un client, ça va devenir horrible parce que tout le monde va vouloir un peu aller faire du business sur lui. Et en fait, il n'y a plus de compréhension et ça perd. Et le NPS, c'est un indicateur, ça peut être un autre, hein, mais c'est un bon indicateur de voir si ça entraîne une hausse ou pas, ou une baisse. J'avais une question sur. Tu avais commencé un peu à en parler tout à l'heure, Arthur, et ça va être pour les deux la même question. Tu parlais en fait que toi, dans ton équipe, c'est des juristes que tu as qui font justement le travail de CSM. Est-ce que tu penses que tes CSM, ils ont besoin de connaître le métier pour être CSM? Connaître le métier de CSM ou le Pardon, métier pardon, de pardon, pardon. juriste? Attends, je refais la question. Pardon. Si tu vends des avocats, par exemple, chez Doctrine, ou là, tu parlais de juristes Mm, chez Captain Contrat, mm. est-ce que tes propres CSM doivent connaître le métier de tes utilisateurs ou de tes clients? Alors, est-ce qu'il faut être un bon chasseur pour vendre des armes? Pas forcément. Est-ce qu'il faut faire ci pour savoir faire ça? Non. C'est vrai que ça aide à la compréhension. Les CSM de chez Doctolib ne sont pas d'anciens médecins. Ouais. Donc, en revanche, j'imagine qu'ils ont une très bonne compréhension du monde de la santé, des problématiques d'un médecin. Donc du coup, oui, c'est vrai que moi, je suis très content de bosser avec des juristes parce qu'ils comprennent tout de suite les problématiques d'un de mes clients aujourd'hui chez Captain Contrat en droit des sociétés. Ils sont capables d'identifier immédiatement son risque juridique sur une appro des comptes, sur n'importe quelle problématique. Ils vont avoir le sujet et donc ils vont être capables de proposer derrière le bon niveau d'accompagnement et donc potentiellement le produit additionnel s'il faut. Je pourrais travailler très bien avec des profils où en effet ils ne seraient pas du tout juristes. Ce serait plus dur sur une partie technique. Chez nous, par exemple, on a de l'accompagnement et quand un entrepreneur vient poser une question à un abonné, j'ai peur qu'un étudiant n'ayant pas fait de droit du tout, par exemple, soit un peu embêté pour répondre. Et toi, Arnaud, du coup, de ton côté, t'en penses quoi de ça? Je pense l'inverse. Tu penses l'inverse? En fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les meilleurs CSM avec lesquels j'ai travaillé, et ça va aller dans ton sens, Arthur, sur le métier de CSM, ce sont des gens qui ont avant eu une forte expérience business. Et quand ils sont arrivés sur la partie CSM, en fait, ils ont bien compris que leur but n'était pas de faire du business en tant que tel, mais bien de générer du business par leurs actions. Et comme ils avaient ce bagage business, euh, ils étaient toujours ce que moi j'appelle business oriented, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font une action, ils savent très bien que ce soit de la formation, du support, peu importe. Ils savent très bien que cette action-là, elle a pour but à un moment donné de générer plus de business. Donc pour moi, j'ai plutôt, et c'est intéressant par rapport à ce que dit Arthur, c'est que pour moi, j'aurais plutôt tendance à prendre dans l'équipe CSM des gens qui connaissent pas forcément le métier des interlocuteurs, mais qui vont pouvoir l'apprendre, mais qui en revanche sont câblés pour générer du business, plutôt que de dire je vais prendre des gens qui connaissent le métier et à qui il va falloir que j'apprenne la notion de faire du business. Ça, c'est mon point de vue. C'est plus par expérience, mais je pense que nos expériences respectives prouvent que les deux peuvent fonctionner. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment rendu compte que partir du business au départ générait en général plus de business à la fin. Là, on va passer sur la partie renewal, parce que là, on a commencé sur la partie cross-sell, upsell. Qui gère le renewal? Si tu veux, Arthur, on commence avec toi.
Je pense que ma réponse va s'induire. Non, sur le renewal, évidemment que pour moi, c'est le CSM parce que Ouais. on est sur le cadre d'une négociation de contrat. Heu, alors, je pense qu'il faut bien préciser le cadre parce que ma réponse là, elle fait, ça fait un peu blanc ou noir, mais ça va dépendre aussi du momentum à laquelle on fait le renouvellement. Quand on parle de renewal, c'est quoi? C'est juste, allez, signature du contrat sur le réengagement. Sachant que dans beaucoup de boîtes SaaS, il y a un peu de tacite reconduction. Donc finalement, déjà, on voit que cette notion de renewal, elle est un peu glissante. Elle sert déjà de négociation. Pour moi, le bon CSM, il va être capable en fait de faire passer cette partie de renewal de manière quasi discrète. C'est-à-dire qu'en fait, il est capable, au fur et à mesure de ses relations, de se dire tiens, le contrat, le renouvellement est fin mars, j'ai tellement eu de touchpoints régulières avec mon client que du coup, on est début mars et ça devient presque un non-sujet. Et en fait, la négociation, elle a été faite au cours de l'année et que c'est pratiquement une évidence que le renouvellement, il va être comme ci, comme ça, avec ou une augmentation de prix, ou alors une augmentation d'éléments additionnels ou des choses en plus qu'on propose, etc. Et justement, avec la négociation CSM, ce que parfois j'aime bien, c'est de proposer des futurs services innovants ou de les vendre, ou alors de les mettre un peu sur une période test avec une observation, une vision, etc. Et donc, le CSM, il assure le renewal de son parc. Et donc, on le commissionne potentiellement même là-dessus. Donc, il va prendre un pourcentage de ce qu'il a renouvelé. Évidemment, pas de downsell, et évidemment, que de l'upsell. Et du coup, toi, Arnaud, comment ça se passe de ton côté? Euh, c'est très drôle. Je pense que de mon point de vue, c'est d'abord l'account manager qui doit gérer cette notion de renewal. Euh, Là où je suis moins catégorique, entre guillemets, c'est que je pense que c'est un duo. C'est un vrai duo à ce moment-là. C'est-à-dire que la force, elle est d'arriver justement avec des éléments factuels qui proviennent du CSM. C'est-à-dire que le CSM, tout le long de l'année, là où je rejoins Arthur, il a préparé cette notion-là. Et donc, il a fait des revues avec son client pour s'assurer que ça se passe bien. On a des chiffres qui prouvent l'usage, qui montrent la valeur ajoutée du produit, etc. Et de cette partie-là, il travaille le renewal avec le account manager. Dans bon nombre de cas, et je suis d'accord avec toi Arthur, bien sûr que ça se passe quasiment de manière indolore, quasiment de manière tacite entre guillemets, c'est-à-dire que le client dit bien sûr que je renouvelle et en fait le renouvellement n'est que une formalité. Et dans ces cas-là, finalement, le travail de l'account manager sur cette partie-là, sans upsell, sans cross-sell, est quasiment faible quand ça se passe bien. Là où je trouve que c'est plus compliqué, c'est justement quand on n'est pas d'accord. Et c'est là où j'aime bien dissocier les deux métiers. C'est-à-dire qu'il y a le CSM qui, lui, est très factuel sur l'usage. Et ensuite, on rentre dans la négo commerciale. Et là, le fait d'avoir un account manager dédié désolidarise la notion de en fait, il y a quelqu'un qui m'a accompagné tout le long. Là, on est en train de parler uniquement business. On rentre dans la négociation business. Et pour moi, c'est intéressant que cette casquette-là, elle soit portée par le account manager. Donc, quand tout va bien entendu que ce format dont tu parles, Arthur, pour moi fonctionne, on est d'accord. C'est quand c'est plus compliqué et on sait qu'il y en a. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il n'y en aurait pas, mais du churn, il y en a. Du downsell, il peut y en avoir. Et donc, pour moi, c'est là où il y a tout intérêt à avoir ce couple account manager CSM qui travaillent ensemble. Ah ouais, je vais juste ajouter un truc parce que en effet, là, ce que dit Arnaud est hyper pertinent. C'est vrai que quand ça se passe mal, le fait d'introduire un élément additionnel que peut être en effet un AM ou voire un N+1 qui vient intervenir dans la négo, c'est vrai que c'est une belle porte de sortie. Et c'est vrai que mine de rien, moi ça m'est arrivé de me retrouver avec des renouvellements parfois compliqués. Et quand on est à tout gérer, c'est vrai que c'est pas simple et il faut parfois s'y assumer. Par exemple, d'avoir je sais pas, fait un onboarding il y a un peu trop longtemps, d'avoir raté une business review, etc. Et en effet, on se le prend dans la tête. Et quand c'est l'AM qui le prend, là, c'est vrai que c'est pertinent parce que ça permet de mettre un échelon en plus ou alors un échelon à côté. Et là, donc on parlait de renewal. Donc, si le contrat n'est pas signé, à qui est la faute? Du coup, Arnaud, si on commence avec toi. Je pense que, alors là, en revanche, je pense que si le contrat n'est pas signé, si on a des éléments factuels qui prouvent que l'usage aurait dû amener à une signature, c'est plutôt lié à l'AM. C'est-à-dire que là, en fait, on a l'usage qui va bien, on a les curseurs sont dans le vert.
il n'y a pas de raison que le client ne renouvelle pas, c'est parce que l'AM n'a pas fait son job commercialement parlant. Il y a un sujet commercial. Si, en revanche, les curseurs ne sont pas dans le vert, là, en revanche, c'est côté CSM. Le rôle du CSM, pour moi, est de mettre les curseurs dans le vert. C'est-à-dire qu'il doit alerter, il doit dire, attention, le client n'utilise pas suffisamment telle fonctionnalité, il l'a acheté pour ça, on est en train de perdre l'usage qui était initialement prévu, etc. Les business, enfin les revues avec le client servent à la fois pour le client, c'est intéressant d'avoir ces chiffres et cette vision de comment est utilisé le produit, à quoi ça lui sert, etc. Mais ça sert aussi surtout en interne à émettre des alertes en disant warning, on a un client là qui potentiellement va amener du churn. Pour le manager, l'objectif c'est de pouvoir identifier, de pouvoir anticiper un taux de churn et de dire warning, là je sais, et donc il va falloir générer plus d'upsell chez d'autres clients pour compenser potentiellement telle ou telle perte qui risque d'arriver. Donc pour moi, c'est le garant reste le CSM, c'est-à-dire que celui qui fait le nécessaire pour que ça marche toute l'année, c'est le CSM. Après, la raison de la perte, elle peut se distinguer en fonction de chacun des clients et des moments et de plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Du coup, toi, Arthur? Bah, moi, c'est facile, vu qu'il n'y a qu'un intervenant, c'est lui, c'est le CSM qui, du coup, en effet, récupère les lauriers quand ça marche et se prend aussi l'épée quand ça marche pas. Donc, facile. Et les CSM n'a pas le droit de dire le produit. C'était exactement ce que j'allais te dire. J'allais te dire, oui, mais quand c'est lié au produit, qu'est-ce que tu fais? Bah non, mais alors là, non, mais là, c'est quand c'est lié au produit. Alors, bon, ça, je l'ai entendu et je l'ai peut-être même dit, mais ça faut pas le dire trop fort, mais de toute façon, ça sera jamais répété. Non, mais quand je disais ça, c'est généralement une frustration un peu salesy de trouver un entre guillemets quelqu'un à qui faire porter le chapeau. Non, si c'est un problème produit, en effet, parce que ça peut arriver, hein, une petite déception sur ce qu'on pensait acheter, ce qu'on a réellement, on le voit venir, on le voit arriver. Sur des engagements annuels, on le voit venir. C'est plus difficile sur des engagements mensuels. En effet, Arnaud, là, tu fais en effet comme la courbe, la courbe qui baisse. En effet, on est censé alerter, on est censé avoir même des seuils d'alerte. Et d'ailleurs, quand un client n'a pas d'usage, on est censé aller créer de l'interaction engagée, etc. Nous, c'est ce qu'on monitore pas mal chez Captain Contrat, c'est quand on voit que les interactions engagées, sont en baisse, on vient créer une touchpoint, une interaction, un sujet. C'est beaucoup plus dur sur l'engagement mensuel parce que parfois le client est d'une exigence incroyable et veut tout de suite le crush effectif avec son produit. S'il n'y a pas, il churn direct et on n'a pas eu le temps de mettre en place l'accompagnement, le suivi, etc. Mais bon, bah, ça c'est le métier de CSM. C'est là où il est difficile ce métier. Hein. C'est que quand on gagne, c'est tout le monde dit oui, bah heureusement, tu as créé un bon relationnel avec ton client, tu t'attendais pas à ce qu'il churn quand même. Et quand il churn, c'est bah voilà, faut le creuser. C'est un métier où il faut être humble par rapport à ses clients. La question suivante, elle va être focus sur le plan de commission. Là, parce que là, justement, je pense que ça va être super intéressant d'avoir ta vision, Arthur, et d'avoir ta vision, Arnaud. Comment ça fonctionne, en fait, un plan de commission pour un CSM chez toi, Arthur? Bah alors, classique sur un plan de commissionnement sur la base de churn, d'accord? Donc ça, tu peux le faire de deux méthodes, ou tu fais sur le taux de churn global tous les mois, ou tu le fais sur des actions anti-churn. Ça dépend ce que tu veux suivre à tel ou tel moment. Si tu as un churn qui est assez constant et que tu veux le voir baisser, bah, tu vas le faire sur le taux de churn. Mais si tu as un churn très haut que tu veux vraiment baisser tout de suite, tu vas le faire sur les actions pour que tes CSM multiplient les actions anti-churn. Après, sur l'upsell, bah, c'est très proche d'un plan de commissionnement d'un sales ou d'un AM. C'est un pourcentage sur une vente, ça peut être des paliers avec des accélérateurs, des boosters, etc. Là, la création du manager doit être sans limite et surtout aller motiver le CSM là où ça se passe. Là où il faut faire attention, c'est là où c'est parfois le plus compliqué, c'est que si le plan de commissionnement est trop intéressant sur la partie upsell, le risque, et là je vais prêcher pour la paroisse d'Arnaud, c'est qu'en effet le CSM oublie un peu son job et n'essaye de faire que de la vente. Donc c'est pour ça que moi souvent je le mets un peu en accélérateur d'une prime anti-churn. Donc par exemple tu vas gagner je sais pas 300 € parce que tu as fait tes bonnes actions anti-churn et après tu multiplies par 1,5, par 2, par 2,5, par 3 en fonction du coût de ce que tu as vendu derrière. Donc ça t'oblige à faire les deux. Tu peux pas trop faire de calcul. Et juste une question de suivi sur ça. Donc là, tu as parlé de taux de churn. Est-ce que tu as aussi un truc sur le renewal ou le renewal, tu l'inclus dans le taux de churn? Tu l'inclus dans le taux de churn et sur le upsell.
Mais tu Ok. peux très bien, c'est ce que font certaines boîtes, de venir uniquement mettre un pourcentage de ce que tu renouvelles tous les mois. Donc quand tu renouvelles, avec de l'upsell ou de l'downsell, c'est différent. Ok. Et du coup, toi, Arnaud, comment tu fais Moi, c'est sur ton projet? partagé. Ok. C'est partagé sur la partie renewal pure. C'est partagé entre l'AM et le CSM, puisque là, en revanche, ils ont contribué tous les deux au renewal, l'un par ses actions quotidiennes, l'autre par l'action commerciale pure. Donc pour moi, ça c'est du partage. Pas forcément à valeur équivalente, d'accord? Ça c'est à définir en fonction des équipes. Pareil sur la partie upsell et cross-sell, puisque en fait, en fonction de l'origine, quand je dis de l'origine, c'est-à-dire que de la détection d'opportunités, etc., sur un compte, on va identifier, je prends un exemple, c'est un SDR qui a généré un nouveau rendez-vous avec un utilisateur qui avait jamais entendu parler de nous dans un compte. Le CSM, il n'y est pas pour grand-chose. En revanche, le CSM qui dit il faut appeler le DSI pour aller le voir, pour lui parler de notre produit parce que ça peut être intéressant pour lui, et qu'on a le rendez-vous avec le DSI et qu'on signe un nouveau contrat ou on rajoute des licences, etc. Ça, c'est clairement lié au rôle du CSM. Donc ça, c'est partagé entre le CSM et l'AM. Et après, sur le CSM, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Arthur, en tout cas dans ce que tu disais, mais je rajoute une notion qualitative dans les actions. C'est-à-dire que j'ai du quantitatif pur, et ça, ils savent très bien. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une notion de j'ai 100 de renewal à faire et j'ai 30 de upsell, cross-sell à faire sur mon compte. Ok, donc ça, c'est entre guillemets facile et mesurable. Il y a cette notion de churn. Alors, pour rentrer un peu dans le détail, le problème du churn, c'est que quand vous faites avec un client, vous faites du downsell, il était à 100, il passe à 80, mais vous avez un autre client qui lui était à 100 et passe à 130, en réalité, en net, on est à plus 10. Et donc, potentiellement, c'est toujours intéressant pour l'entreprise. Donc, moi, il y a ces notions-là aussi qui sont à prendre en compte dans le plan de com, parce que donc à la fin de l'année, on fait un peu le bilan et on regarde réellement ce qui s'est passé. Il y a le NPS, pour moi, qui est ultra intéressant. Ça reste un élément à la fois produit, à la fois relation client et à la fois usage du produit. Donc pour moi, ça, c'est des éléments qui sont intéressants sur lesquels on peut mettre des notions de rémunération variable. Et puis après, notamment quand on monte une équipe, il y a toutes les actions qu'on va faire au quotidien, c'est-à-dire le nombre de formations qu'on va faire, le nombre d'interventions qu'on va réaliser chez le client pour aller présenter le produit, etc. Je vois Arthur qui grimace, je parle bien au moment où on monte une équipe, c'est-à-dire Ouais, OK. pour structurer les actions. C'est pour ça que je dis ça, parce Mmh. qu'après, OK. ça doit être des choses qui sont induites et pas du tout. Mais je trouve que pour monter une équipe au démarrage, je trouve ça intéressant de mettre des curseurs pour qu'ils comprennent l'intérêt de telle ou telle action OK. dans leur quotidien. Donc voilà, c'est juste une précision, mais c'est bien en montage d'équipe. Ouais, parce que du coup, enfin, pour moi, par exemple, on commissionne pas un CSM sur le nombre d'onboarding qu'il fait ou le nombre de business review. Pour moi, c'est son fixe et c'est d'ailleurs très souvent pour ça que les CSM ont un fixe qui est plus élevé généralement, en tout cas le marché, voilà, qu'un sales ou qu'un AM, parce que forcément, il a aussi une part d'activité fixe à faire qui est plus élevée. Et ça, faut, à mon sens, pas le commissionner parce que c'est le job. Je suis d'accord, c'est vraiment juste au moment du démarrage, notamment Ouais. quand tu commences à définir les actions que tu mets à l'intérieur. Je trouve ça intéressant d'identifier, de mesurer ces actions, et donc pour les Mmh. mesurer, d'aller aussi incentiver au départ en Ouais. disant, OK, Non, t'as raison. on veut que Mmh. tous les clients soient onboardés dans les Oui, oui, voilà. moins de X temps, que tu les aies tous vus comme ça, etc. Et ça, on met de la commission au démarrage pour voir si ça fonctionne. OK. OK. Et là, on arrive sur la dernière question. Donc, on parlait donc de renewal, de cross-sell, upsell, de churn. Et là, on va parler de support. Pour vous, qui gère le support? Est-ce que c'est le CSM ou c'est une autre personne qui gère le support? On commence avec toi, Arthur. Alors, là-dessus, tout dépend encore une fois de ton niveau et ton volume de tickets au support et des interactions que tu veux que ton CSM ait. Non pas que c'est surtout parce que je dis que le support a pas de qualité, c'est ultra important le support. Et si tu as un peu de support ou beaucoup de support, il faut quand même une équipe de spécialistes support.
ce qu'on appelle le customer care, ce qu'on peut appeler chez moi le customer service. C'est quand même 2 équipes très différentes. Déjà sur le métier, pas la même chose, et cetera. Moi, je pense qu'il faut pour le coup ça le séparer pour justement permettre aux clients de bien dissocier j'ai des tickets au support et le CSM va être un peu le chef de projet de ces différents tickets ou potentiellement relancer les équipes care, et cetera. Mais globalement, non, il faut que ce soit cloisonné. Je prends un peu un exemple basique, mais quand tu vas, je sais pas, voir ton banquier et que tu prends un prêt pour acheter, ta maison, ça t'arrive d'avoir après le banquier qui s'occupe de ton prêt, qui est pas ton conseiller du quotidien. Et en tant que client, tu fais très bien la part des choses entre mon prêt et mon conseiller, et c'est mon conseiller qui peut éventuellement me donner des infos, mais si c'est plus spécifique, ça passe sur la personne qui s'occupe du prêt. Et toi, Arnaud? Euh, chez moi, alors là où je rejoins Arthur, effectivement, en fonction du volume, c'est évident que si on a un volume de tickets important, une demande de support forte, il va falloir dédier des gens à cette partie-là. En revanche, pour moi, c'est chapeauté par les CSM, et s'il n'y a pas cette équipe-là, c'est les CSM qui doivent s'en occuper, pour une raison toute simple, c'est que le support et ceux qui gèrent toute la partie support, tickets, etc., ils sont au cœur des problématiques du client. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit le CSM qui s'en charge, puisque forcément, il a à la fois comment faire pour satisfaire mon client en termes d'usage et quelles sont les problématiques qu'il rencontre au quotidien quand il utilise mon produit. Et donc, il a la capacité aussi de remonter aux équipes produits un certain nombre d'informations qui sont pour moi extrêmement pertinentes, parce que c'est pas des informations juste sur du ticketing en disant on a eu 42 tickets sur telle fonctionnalité, il faut la modifier. Non, c'est de l'usage concret. C'est moi, mon client aujourd'hui, voilà comment il fonctionne. J'ai toujours dit, à mon sens, et ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais que un produit doit être drivé par les sales, c'est-à-dire que en réalité, c'est eux qui sont en contact avec le client, et que tu peux préparer le meilleur produit, si personne ne te l'achète, ça ne sert à rien. Et donc, il faut d'abord comprendre le client qui a au bout, comment il va l'utiliser, quelles sont ses problématiques du quotidien, pour ensuite remonter aux équipes produits. Pour moi, le rôle du CSM sur cette partie-là, c'est là tout l'intérêt d'être en relation sur la partie support, c'est de comprendre l'usage initial qui était prévu. Ça fait partie des réunions qu'il a quotidiennes, régulières avec son client, où il dit « Ok, j'ai compris comment tu vas utiliser le produit ». Mais quand je l'ai au téléphone et qu'il m'appelle et qu'il me dit « Monsieur Gagne, j'ai un problème avec mon produit, j'arrive pas à l'utiliser pour faire ça. Vous savez, je vous en ai parlé il y a 10 jours, j'ai tel usage, etc. Et ça marche pas. » Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir le même interlocuteur sur ces deux points-là. Du coup, on arrive à la fin justement de l'épisode. Pour résumer en fait ce qu'on vient de discuter, moi ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans l'échange qu'on a eu, que vous avez eu tous les deux surtout pour expliquer vos points de vue, je pense qu'un des points les plus importants, c'est du point de vue client en fait ce qui fait le plus sens. Quand on a par exemple des clients qui n'aiment pas avoir plusieurs interlocuteurs, je pense que l'approche d'Arthur est beaucoup plus d'adapter à la situation, et du coup on se retrouve avec un seul interlocuteur pour gérer le client. Et je pense que de ton côté, Arnaud, le côté quand tu gères des grands comptes, là il faut s'adapter bien sûr à la taille de ton client, et pour leur donner l'expérience client dont ils ont besoin justement pour être satisfait du produit, et bien sûr tout en pensant à la partie derrière business, du business qu'il y a à faire. Donc merci à tous les deux pour être passés aujourd'hui, pour avoir donné votre point de vue. Donc, pour ceux qui écoutent l'épisode ou qui regardent la vidéo sur YouTube, s'ils veulent vous contacter, c'est quoi le meilleur moyen de vous contacter? LinkedIn, c'est pas mal, ça marche bien. Ouais, je confirme. LinkedIn, c'est le meilleur moyen de me contacter.